Je passe maintenant la parole au docteur Jean-François Étier, directeur de la composante Accès aux données de l'unité de soutien STRAP du Québec. Dr Étier est clinicien-chercheur et professeur adjoint au département de médecine de l'Université de Sherbrooke. Il co-dirige également le groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé. Dr Étier nous fera état de ses travaux sur PARS-3, à savoir la plateforme apprenante pour la recherche en santé et en services sociaux. Vous avez 15 minutes, Dr Étier, ensuite nous aurons quelques minutes d'échange. Bonjour, merci beaucoup de l'opportunité. Ça me fait plaisir, en fait, en tant que membre du comité organisateur, de voir tant de personnes qui présentent un intérêt aussi marqué pour qu'on soit capable d'utiliser les données de façon efficace pour nos patients. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai 15 brèves minutes, peut-être un petit peu plus, pour vous parler. En premier, des systèmes de santé apprenants, Dr Burger en a parlé beaucoup, mais on va passer peut-être juste un petit peu plus de temps pour qu'on ait un vocabulaire qui est similaire, qu'on comprenne bien de quoi on veut parler. On va voir pourquoi on a besoin des systèmes de santé apprenants et finalement, PARS-3, une plateforme qui vise au Québec à donner une infrastructure pour que tout le monde puisse, de façon efficace, utiliser la masse de données qu'on a déjà de toute façon. Donc, c'est important de comprendre, en fait, qu'on en a parlé, on a des grandes solitudes. On a des soignants qui essayent de donner des soins avec des informations incomplètes. Et on le sait, on a un super système de santé, mais on a quand même des soins qui sont sous-optimaux par rapport à ce qu'on pourrait avoir. On a des gens qui essayent de faire de la recherche. En fait, on sait que ça coûte cher. On a de la difficulté à recruter des patients. Étant donné que ça coûte cher et on n'est pas capable d'avoir de patients, bien, on ne réplique pas. Donc, on fait l'étude d'une fois, puis on se dit qu'il n'y avait pas de hasard là-dedans, puis on commence à agir dessus. On sait qu'avoir accès aux données, c'est extrêmement difficile. Puis en fait, une fois qu'on le fait, je pense qu'une des choses qui est la plus importante et qu'on ne réalise pas toujours, c'est que d'avoir toutes ces belles connaissances-là et de changer des soins, c'est extrêmement difficile. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. On donne des médicaments après des crises de cœur, on appelle ça des bêta-bloqueurs. On sait que ça sauve des vies. En 1982, on a fait l'étude, on s'est dit « Hey, c'est merveilleux, ça sauve des vies ». En 1982, la recherche ne coûtait pas encore si cher. Donc, en 1984, on a répliqué l'étude pour être certain qu'on sauvait vraiment des vies. C'était bien le cas. Et là, en fait, ça a pris jusqu'en 2007 avant que l'organisme qui fait l'agrément des hôpitaux aux États-Unis arrête de le mesurer parce qu'on s'est dit que les gens le faisaient vraiment. Pensez-y, ça a pris 25 ans avant qu'une mesure si simple qui sauve des vies soit vraiment diffusée dans un réseau de santé. Pendant ces 25 années-là, il y a des gens donc, qui ont souffert de soins qui étaient sous-optimaux. Il faut trouver le moyen de faire mieux. Eh bien, c'est quoi le problème après? On a de l'aide à la décision. Dr Burger en a parlé. Le problème, c'est que l'aide à la décision qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas toujours pertinente. Si les soignants qui sont dans la salle vont comprendre, la touche « Enter » comme médecin, c'est une touche qui est très utile. Et on le fait jusqu'à temps que la juste d'affaires d'aide à la décision disparaisse parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais on a de l'aide à la décision. En fait, si on essaie d'amener tous ces gens-là ensemble puis de dire « OK, mais on voudrait que ces trois solitudes-là se parlent », on a un gros défi parce que, pour se parler, il faut partager les données. Les données sont partout. Ils sont dans les cabinets des médecins, les hôpitaux, les CLSC, où on a des données de soins, mais aussi de services sociaux. On a au ministère, on a à la RAMQ, qui est un organe très particulier. On a plein de données importantes qui sont dans les cohortes de recherche, qui sont dans les essais randomisés. On a des cohortes et on ne les utilise pas au maximum. On a dans des feuilles Excel qui flottent un petit peu partout et qui sont hautement sécuritaires. Mais il y a des choses qui sont en fait la prochaine ligne auquel il faudra bien avoir accès, des données comme votre Fitbit, des données de téléphone intelligent. Par exemple, il y a des gens qui sont capables de vous dire, en fait, on a des collègues à Paris en bloc de 3 secondes si vous êtes en train de marcher, de courir, de jogger, d'être dans le bus, le tram, le métro, dans votre auto. Ça, c'est le bout facile. Si tu ne bouges pas à Paris, tu es dans la voiture. Mais tout le reste peut être pertinent. Et on est même rendu au point où on a la domotique qui peut servir aux soins. J'ai un thermostat chez nous avec des petites sondes dans les pièces et à chaque fois que quelqu'un passe, c'est enregistré. Ça permet de chauffer, bien évidemment, les pièces où il y a des gens. Mais on est en train de s'apercevoir, il y a des collègues qui font des scores de mobilité pour les personnes âgées. Et on semble peut-être avoir un signal qu'une semaine avant d'aller à l'urgence, il y aurait une diminution du score de mobilité. Est-ce que ça serait avec quelque chose qui est déjà dans la maison, à pas plus de coûts, une opportunité, par exemple, d'envoyer quelqu'un du CLSC pour dire « Hey, peut-être qu'on est capable de ne pas aller à l'urgence et de faire quelque chose pour ce patient-là. » Puis on connaît tous Twitter et la grippe, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Finalement, bien, il y a toutes les données d'environnement. On sait que le smog, on en parle dans les nouvelles, ça a un impact sur la santé. La qualité de l'eau, même chose. Et il y a plein d'autres choses en environnement. Et malheureusement, c'est une autre solitude des données auxquelles on a peu accès. Vous allez me dire, bon, bien, Fitbit, tout ça, en fait, c'est le futur, c'est de la science-fiction. En fait, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le passé. Les patients, aujourd'hui, sont traités avec leur Fitbit. J'ai un collègue, Dr. Rob, à Sherbrooke, qui a diagnostiqué quelqu'un qui avait un problème de thyroïde avec son Fitbit. En 2016, à l'urgence, on a traité quelqu'un de façon très différente en utilisant les données de son Fitbit. Si on essaie de faire de l'aide à la décision intelligente sans ça, on n'y arrivera pas. Si on essaye de comprendre ce qui s'est passé à l'hôpital sans les données de Fitbit, on regarde ce que le médecin a fait, puis on trouve qu'il est fou, puis on y enlève son droit de pratique. Si on a les données de Fitbit, on pense que c'est quelqu'un qui est hyper innovant. Donc, il faudra bien trouver le moyen d'avoir accès à toutes ces données-là, et je pense que ça appelle donc un changement de paradigme. Dr. Burguin a mentionné plusieurs succès avec l'approche sur les entrepôts de données, donc ils sont centrés sur une institution, mais si on veut aller plus loin, il faut réaliser qu'on ne pourra jamais tout mettre au même endroit, ni dans le même système. Il faut donc, dans le futur, il faudra donc des systèmes qui seront capables d'utiliser les données où elles sont, avec un but premier qui est mieux comprendre l'individu, pour pouvoir collaborer au niveau institutionnel, provincial et même national. Ça, c'est la vision qu'on essaie de mettre en place. C'est de dire que l'important, ce n'est pas que la donnée se trouve dans votre médecin de famille, à l'hôpital, dans le ministère de l'Environnement, au niveau de votre CLSC. On a besoin, pour avoir l'image globale du patient, de le comprendre. Et si on veut vraiment parler de médecine de précision personnalisée, il faudra être capable d'avoir accès à toutes ces informations pour un même individu, pour bien le comprendre. Donc, pour faire ça, bien, en fait, ça nous prend, je pense, un système de santé apprenant. Un système de santé apprenant, oui, c'est un beau mot, c'est rendu un peu la mode, effectivement, mais c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que, traditionnellement, la recherche, c'est quoi? C'est on a une bonne idée, on fait le projet de recherche, et c'est quoi l'extra? C'est quoi le résultat au bout d'un projet de recherche? C'est un article. Bon, bien, si on fait un article, on arrive avec l'exemple que je vous donnais, 25 ans avant qu'on soit capable de changer les choses. Dans un système de santé apprenant, on utilise les données pour faire la recherche et on réintègre directement les connaissances qu'on a trouvées au niveau du soin. Et ça, bien, ça peut changer la vision éthique qu'on a de la chose. C'est plus juste de faire de la recherche pour que j'aie un papier, puis pour que j'aie ma promotion, puis pour que mon équipe de recherche grossisse. Dès que je pars mon projet de recherche, j'ai un chemin clair sur comment je pourrais changer les soins. Je vais passer rapidement. Les exemples de Dr. Burguin étaient très éloquents à ce propos-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bien évidemment, on peut faire des projets rétrospectifs. On a déjà toutes les données, donc pourquoi en remonter une autre? On est capable d'avoir des données aussi qui reflètent la vraie vie. On sait que les gens qui sont dans les grandes études, c'est des gens qui sont plus jeunes et c'est des gens qui sont moins malades. Pour les gens qui sont particulièrement en médecine de famille et en médecine interne, il y a très peu de mes patients qui pourraient être inclus dans une étude et néanmoins, je prends l'article qui en est sorti et j'essaie tant bien que mal de l'appliquer à mes patients. Avec un système de santé apprenant, mais je pourrais voir des patients qui seraient vraiment comme les miens. Il y a toute la question aussi, on a plein de belles données de recherche, il faudrait que ça soit utilisé dans les soins. L'exemple que je donne toujours, c'est l'hypertension. On est en fait pas très bon pour l'hypertension, ça nous prend du temps avant de traiter les gens. On voit quelqu'un, la tension est un petit peu haute, on se dit « Ah, c'est la première fois ». Un an après, « Ah, il est stressé ». 2 ans après, il vient de perdre sa job. 3 ans après, sa grand-mère vient de mourir. Et sans qu'on le sache, ça va faire 3-4 ans avant qu'on les traite. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la recherche clinique. Des fois, on a l'impression qu'il y a des infirmières qui courent en arrière des gens pour prendre des tensions artérielles. Si toutes ces tensions-là artérielles étaient disponibles pour votre médecin à vous quand vous allez le voir en clinique, bien, à un moment donné, votre grand-mère ne meurt pas 10 fois en 3 mois. Là. Ça devient clair que vous êtes hypertendu et qu'il faut faire quelque chose. Et bien, finalement, on l'a mentionné, c'est toute la question de la nouvelle biologie. En fait, on s'est aperçu que les patients qui avaient certains types de cancers, qui prenaient certains médicaments pour le diabète, survivaient mieux et plus longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui part de la paillasse, qui part de fiole, c'est quelque chose qui part des données. Et maintenant, on est en train d'essayer de voir pourquoi ça fonctionne. Et le dernier bras qui est très important, donc j'ai parlé de la recherche, j'ai parlé du soin, mais c'est toute la question du transfert de connaissances, par exemple la pratique réflexive, de permettre aux médecins de comprendre ce qu'ils font bien, de le comparer à ce que des pairs ou à ce que la littérature fait bien pour être capable de s'améliorer, et ça en continu. Pour les systèmes de santé apprenants, il y a quand même des choses éthiques qui changent, et je pense que c'est très important. On l'a vu dans la presse
en fait, le journal La Presse d'ailleurs, dans les dernières semaines, quelles ont été les problématiques majeures. Pour que ça fonctionne, un système de santé apprenant, en fait, il faut un engagement fort des patients, mais aussi de leurs proches aidants. Des fois, c'est des gens qu'on a tendance à oublier, c'est des gens qui sont impliqués dans le soin au quotidien, qui vont générer des données, qui veulent être capables de prendre en charge des choses, et donc ils doivent faire partie du système et de la solution. Bien évidemment, les soignants et les décideurs, parce qu'il y a une partie populationnelle. Si on regarde ce qui s'est passé, je pense par exemple, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable avec des dossiers électroniques récemment, on pense la même chose avec Facebook. Une des problématiques majeures, c'est la transparence. Tout ce système-là est largement opaque. Les patients veulent savoir ce qui se passe. Et je pense que d'avoir des patients qui sont informés, qui voient ce qui se passe, c'est des patients qui sont engagés et c'est des patients qui peuvent pleinement participer à l'amélioration des soins de tout le monde. Et finalement, bien, je reviens parce que je pense que c'est un clou important. On parle d'un système de santé apprenant. Et donc, à ce moment-ci, on a la responsabilité, à chaque fois qu'on veut faire de la recherche, de démontrer comment on va améliorer les soins aux patients. J'espère que j'ai été capable de vous démontrer qu'on a une problématique et que les systèmes de santé apprenant peuvent être une solution à cette problématique-là. Je vais maintenant passer à la plateforme PARS3, donc la plateforme apprenante pour la recherche en santé et services sociaux. La situation au Québec, en fait, on a plein de bonnes idées, vous en connaissez tous. Le problème, c'est que le passage à l'échelle est extrêmement difficile. On a un petit projet pilote, on le fait, ça fonctionne bien, mais on n'est jamais capable de l'appliquer à tout le monde. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'on a peu d'infrastructures pour partager les efforts. En fait, il y a plein de gens qui ont des besoins technologiques. Si on veut des données, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se connecter au dossier médical électronique. Un, il faut que les gens veuillent nous parler. Deux, il faut qu'il y ait le temps. Trois, il faut qu'ils nous chargent un coût acceptable et ou que nous, on ait les fonds. Et finalement, il faut faire ça à peu près 8 ou 10 fois pour être capable d'avoir les données de tout le monde. C'est quelque chose qui, à long terme, si on est chacun des projets est pour faire ça, c'est juste pas gérable. Donc, ce qu'on veut, c'est développer un écosystème qui va avoir une sécurité forte, où les patients vont pouvoir voir exactement ce qui se passe avec leurs données. Donc, on veut un portail pour nous, on appelle un portail de transparence, où les citoyens du Québec peuvent se connecter et voir comment leurs données sont utilisées. Mais encore plus loin, donner leur consentement. Dire, moi, je veux que mes données puissent servir de telle ou telle façon, et que tout ça soit très clair. Et comme je disais, être capable d'aider les soins, par exemple, aider votre médecin à faire une consultation efficace, la recherche ou le transfert de connaissances. J'arrive plus dans le côté, j'ai 3 brèves slides qui vont peut-être parler à certains plus que d'autres, mais présentement, c'est un peu ça que ça a de l'air, c'est un gros bol de spaghettis. On a 4 projets en bas qui essaient d'avoir accès aux données de 4 dossiers médicaux électroniques. Les 4 dossiers médicaux électroniques sont obligés de gérer individuellement 4 projets, et au final, c'est juste impossible. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire, mais dans la vraie vie, il va y avoir certains projets qui vont avoir du succès, d'autres non, mais on ne sera pas capable de les supporter. Pour vous faire une image brève, PARS3, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est de dire à la fois, connectons et aidons les dossiers médicaux électroniques à un seul endroit et présentons un portail d'accès à tous ceux qui ont des bonnes idées et qui veulent les réaliser à un seul endroit aussi pour faire en sorte que les gens passent beaucoup moins de temps sur la technologie et beaucoup plus de temps à améliorer les soins aux patients. Merci beaucoup. Bonjour, Dr Etier. Myriam Brel, Info Santé du Canada. On a déjà eu l'occasion d'échanger. Donc, nous, on travaille en santé numérique et sur l'amélioration, évidemment, de la sécurité des médicaments et l'accès à tous les services de santé pour les patients dans l'interdisciplinarité. Alors, évidemment, je supporte complètement, effectivement, l'approche, le PASR 3. Et tout à fait décidé à contribuer. On a d'ailleurs une optique, nous, un thème particulier sur toute l'utilisation de l'information prise dans les différents DME ou dans les différents systèmes pharmaceutiques au profit, effectivement, des patients, des médecins, des pharmaciens. Donc, je serais vraiment intéressée, effectivement, à en comprendre plus. Puis, la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc, nous, on a une approche pan-canadienne. Donc, il y a d'autres choses qui se font, effectivement, dans d'autres juridictions. Il y a peut-être des contraintes aussi à l'accès des données qui existent au Québec, qui sont approchées un peu différemment dans les autres provinces sur en quelque sorte, qui est le gardien de l'information et l'accessibilité de ces données. Donc, mon intervention, elle n'est pas nécessairement en question, mais à travailler ensemble et effectivement à supporter l'activité qui est présentée aujourd'hui. Merci beaucoup. En fait, pour prendre une bonne expression québécoise, je vais faire un peu de pouce là-dessus, si les gens ont de l'intérêt. En fait, PARS3 va être utilisé, par exemple, pour le réseau canadien sur le diabète, Diabète Action Canada.
Et ça va être le véhicule qui est utilisé pour avoir accès aux données de première ligne au Québec. On va faire probablement la même chose on va essayer de faire la même chose avec la douleur chronique, d'autres choses. Donc, vous avez tout à fait raison. La question du one size fits all, c'est malheureusement, ça ne fonctionne pas. On l'a déjà essayé. Il faut des systèmes qui sont assez flexibles. Et c'est un peu pour ça qu'on a organisé PASS3 comme on l'a fait. L'accès aux données aussi étant effectivement aussi très relié au consentement et à la protection évidemment des renseignements. C'est des éléments sur lesquels on peut cheminer ensemble à la fois au Québec puis dans les autres provinces. Vous pouvez compter sur mon support et on se rappelle à ce sujet-là. Merci. J'aime Borja, je suis patient des CHUS de Sherbrooke. Je ne comprends pas trop certains mots, évidemment, comme celui des systèmes de santé apprenants. Quand j'entends apprenant, je me pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui enseigne et est-ce qu'il y a un autre qui apprend? Et vous me direz si je simplifie trop les choses. Le système de santé apprend et qui enseigne, ce sont les données ramassées par les scientifiques, par les chercheurs et qui enseignent au système de santé des choses et le système de santé apprend de ces données qu'on ramasse partout. Mais des fois, on se rend compte que certaines informations ne s'appliquent pas. Et donc, est-ce que j'exagère en disant que des fois, le système de santé, c'est un mauvais élève qui n'apprend pas bien de ce qui vient à travers les données un peu partout? Est-ce que j'exagère un peu? Non, en fait, vous avez tout à fait bien compris la pertinence d'avoir un système de santé apprenant parce que vous avez tout à fait raison. Dans les études traditionnelles, comme je disais, il y a beaucoup de patients probablement auxquels ça ne s'applique pas. Mais quand on fait une étude, on a un papier, on a un article à l'autre bout, puis c'est terminé. L'idée du système de santé apprenant, bien, en fait, c'est oui d'appeler des chercheurs, mais moi, je pense que le système apprend en fait des patients, puis même, j'ai tendance à dire des citoyens, parce que les gens sont patients si on regarde la quantité de minutes qu'un patient passe devant un soignant dans une année versus l'ensemble du temps où il est à l'extérieur. En fait, on est beaucoup plus citoyen qu'on est patient. Fait que je pense qu'on peut apprendre beaucoup plus largement des citoyens. Donc, il faut que le système puisse apprendre des patients individuellement pour être capable de trouver un groupe de patients qui est beaucoup plus similaire à vous, comme Dr. Burgon mentionnait avec la jeune demoiselle qui avait le lupus, pour être capable de prendre des décisions éclairées et beaucoup plus proches de la médecine personnalisée que des grandes esquisses qu'on a faites jusqu'à maintenant. Moi, je suis une épidémiologiste, donc je m'inquiète un peu dans toutes ces bases de données-là de la collecte non systématique des informations, je crois qu'on peut biaiser beaucoup de choses. Par exemple, quand les données sont collectées en clinique, un clinicien va collecter des données sur les caractéristiques de patients s'il pense que ça va l'aider dans son diagnostic, son traitement, etc. Mais ça, est-ce que c'est pas dangereux que la collecte de données soit pas systématique lorsqu'on veut utiliser ces données-là après coup pour faire de la recherche? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est une excellente question. En fait, il y a deux éléments de réponse. Le premier, je n'en ai pas parlé parce que c'était peut-être moins je pensais le forum, mais dans les systèmes de santé apprenant, on ne fait pas l'impasse complètement sur que ce soit les cohortes ou la recherche rétrospective. Il y a possibilité de présenter des formulaires standards aux cliniciens pour dire, hey, pour une sous-population de patients, on voudrait que vous collectiez chacune des informations. L'autre chose, c'est que si on regarde traditionnellement ce qui a été fait, par exemple, si on y va en hypertension, on va aller prendre des données d'hypertension, puis effectivement, comme médecin, je pars avec un a priori, puis je vais collecter ce que je pense qui est pertinent à mon différentiel diagnostic, donc les diagnostics auxquels je pense. Mais je suis convaincu qu'il y a une grande partie de ces biais-là qui disparaissent lorsqu'on regarde l'ensemble de l'individu. Parce que cet individu-là va avoir été à l'urgence, puis les gens vont avoir collecté des choses qui n'étaient pas en lien avec l'hypertension, mais on va y avoir accès pareil. Ils vont avoir vu leur médecin de famille, ils vont avoir fait partie d'une autre cohorte, ils vont avoir entré des choses dans leur Fitbit. Peut-être que moi, la fréquence cardiaque, ça ne m'intéressait pas, mais les données du Fitbit sont là. Donc, oui, ça a été traditionnellement un problème, mais lorsqu'on s'éloigne un petit peu puis qu'on voit l'ensemble du patient, je pense qu'on est capable, en fait, de se débarrasser de plusieurs de ces biais-là sans nécessairement être obligé de se retourner vers une collecte systématique, bien que ça va toujours avoir son rôle.